Ma femme m'a écrit à 19h24, je vais rentrer tard, il y a énormément de circulation. J'ai ouvert son partage de localisation. Elle était arrêtée devant chez son collègue, pas sur le périph'. J'ai répondu, je vais transmettre ta position à sa femme, ça aidera peut-être. Elle a paniqué, attends. S'il te plaît, ne fais pas ça. Soyez honnête, à ma place, vous auriez laissé couler ou vous auriez voulu comprendre jusqu'au bout? Parfois, la vérité fait plus mal que le doute. J'aimerais savoir ce que vous auriez choisi. Je m'appelle Luc, mais chez moi, à force, je suis devenu le mari. Pas un prénom, pas un visage, juste une fonction. On vit à Lyon, dans un appartement moderne, bien placé, rien à dire sur la vue. Ma femme, Claire, travaille dans une agence d'événementiel. Beaucoup de sorties, des horaires qu'elle dit flexibles. Moi, je bosse dans l'informatique. Je rentre chaque soir à heure fixe. Je cuisine, je range, je fais les courses. C'est mécanique. Si je repense à ces derniers mois, je vois des détails qui m'avaient échappé. Les textos qu'elle recevait à table, toujours une urgence pro. Sa façon de garder son téléphone face cachée. Les vêtements repassés à la dernière minute avant un dîner de travail. Je n'avais rien dit. Je notais juste, mentalement, chaque anomalie. Un ticket de caisse du lundi alors qu'elle disait être en télétravail. Un parfum différent en rentrant tard. Je posais parfois des questions, pour la forme. Elle répondait sans lever les yeux. C'était la collègue qui fumait dehors, on a dû passer chez une cliente. Depuis un moment, j'avais installé une appli sur son téléphone. Discrète, indétectable. Pas par paranoïa, mais par curiosité. Je vérifiais de temps en temps, surtout quand elle annonçait beaucoup de circulation. Toujours la même zone, le même quartier, loin de son bureau. Aucun bar branché là-bas, aucun resto d'entreprise. Juste des immeubles résidentiels. Un nom, sur l'interphone, m'a marqué, celui de la femme d'un collègue à elle, Sophie. L'ironie, c'est qu'on a dîné chez eux 2 fois. Je n'avais rien remarqué. La tension, c'était devenu un fond sonore. On ne se disputait jamais. On se croisait, on parlait boulot, administration, planning. Je répondais OK, elle disait je t'enverrai un texto. J'ai commencé à guetter ses horaires, à noter les écarts. Je notais tout sur un carnet, date et heure, rien d'autre. Pas de colère, juste l'envie de comprendre. Je sentais que si je posais la mauvaise question, tout basculerait. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Ce soir-là, j'étais prêt. Le soir où tout a commencé, j'étais rentré plus tôt que d'habitude. Il pleuvait fort, j'avais laissé la voiture devant l'immeuble sans même vérifier le ticket. Dans l'entrée, j'ai entendu des voix. Pas la télé, des voix en vrai, étouffées. J'ai posé mon sac contre le mur, retiré mes chaussures, et j'ai écouté. C'était sa voix à elle, et celle d'un homme. Je n'ai pas reconnu tout de suite. Je me suis avancé jusqu'à la porte du salon, leur dos tourné, assis côte à côte sur le canapé. Ils riaient, à voix basse, comme 2 adolescents qui se cachent. Je suis resté là, quelques secondes, sans bouger. J'entendais mon cœur battre dans mes oreilles. Elle a posé une main sur sa cuisse, un geste rapide, puis l'a retiré. Lui, il a souri, puis a dit, « T'es sûr qu'il ne rentre pas avant 20h ?» Elle a répondu, « Oui, il prévient toujours. » J'ai toussé, exprès. Les deux ont sursauté, elle a tourné la tête. Son visage s'est fermé tout de suite, comme si elle s'était figée. Lui, je l'ai reconnu, Marc, un collègue à elle. On l'avait déjà croisé à un dîner, il m'avait serré la main sans me regarder dans les yeux. Personne n'a parlé tout de suite. Marc s'est levé, un peu maladroit, et a dit, « Salut, je passais juste déposer des documents. » J'ai hoché la tête, sans rien dire. Elle s'est levée aussi, a lissé sa jupe, cherché son téléphone comme si elle voulait disparaître. J'ai senti la tension dans la pièce, lourde, froide, comme si l'air s'était épaissi. Il a ramassé un dossier posé sur la table basse et m'a tendu une feuille. C'est pour le travail, rien d'important, il a ajouté. J'ai pris la feuille sans la lire. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il a baissé le regard, puis il a dit, « Je vais y aller. » Il a attrapé son manteau, salué d'un signe de tête et a filé dans le couloir. La porte s'est refermée derrière lui. Je l'ai entendu descendre les escaliers en courant.
Elle a croisé les bras, s'est adossée contre le mur en face de moi. Je savais pas que tu rentrais si tôt, elle a dit. J'ai répondu, j'ai eu une réunion annulée. Silence. J'ai posé mes clés sur la table, regardé le canapé où ils étaient assis. Il y avait un verre à moitié vide, le sien, et une tasse de café, sûrement la sienne. J'ai remarqué son parfum plus fort que d'habitude, un truc sucré qui me donnait mal à la tête. Je n'ai rien dit. Elle a répété, il venait juste pour le boulot, tu sais. J'ai haussé les épaules. Elle a commencé à ranger les verres, rapidement, sans me regarder. J'ai pris la feuille, l'ai posée sur le buffet. J'ai regardé par la fenêtre, la pluie qui ruisselait sur les vitres. Je savais que quelque chose clochait, mais je n'avais pas encore de preuves. Juste des gestes, des regards, cette atmosphère qui ne trompe pas. J'ai réfléchi à ce que j'avais vu. Sa main sur sa cuisse, leur gêne quand je suis entré, le ton de leur voix, trop proche, trop complice. Elle est revenue vers moi avec une assiette, l'a posée dans l'évier. « Tu veux manger quelque chose ?» Elle a demandé ça comme si tout était normal. J'ai répondu non. J'ai allumé mon téléphone, regardé mes mets, fait semblant de m'occuper. Elle a sorti un plat du frigo, un truc qu'elle avait préparé l'après-midi, sûrement pour lui aussi. Je l'ai laissé faire. Dans ma tête, j'ai repassé la scène en boucle. Les détails, les gestes, les silences. Je me suis demandé depuis quand ça durait, si c'était la première fois, si j'avais raté des signes. La soirée a continué, mécanique. On a dîné sans se regarder, sans parler sauf pour demander le sel ou le pain. Elle a débarrassé, s'est enfermée dans la salle de bain longtemps. Je suis allé marcher dans la cour, sous la pluie, sans parapluie. Je me suis dit que rien ne serait plus comme avant. Je me suis levé un peu plus tôt ce matin-là. J'ai laissé le lit vide à côté d'elle, j'ai traversé le couloir pour aller préparer le café. Tout était silencieux. Je voyais la lumière sous la porte de la salle de bain, elle était déjà réveillée mais ne sortait pas. J'ai posé 2 tasses, je me suis assis, j'ai attendu. Quelques minutes après, elle est entrée dans la cuisine, serviette sur la tête, peignoir bien fermé. Elle a pris son mug sans me regarder. Je l'ai observée ouvrir le frigo, sortir le lait, comme si tout était normal. Il y avait quelque chose de différent dans sa façon de s'asseoir. Elle a sorti son téléphone, a fait défiler l'écran, l'a reposé face cachée. J'ai essayé de lire sur son visage mais elle évitait mon regard. Je n'ai rien dit au début. J'ai bu une gorgée, puis j'ai posé la question. « Tu rentres tard hier ?» Elle a soufflé, comme si la question l'agaçait déjà. « Oui, c'était la réunion, tu sais bien. On a fini tard, puis j'ai pris un verre avec Sophie, ça m'a détendu. » J'ai hoché la tête. Je n'ai pas insisté. J'ai laissé un court silence, puis j'ai demandé. « T'as mangé là-bas ?» Elle a haussé les épaules. « Oui, on a grignoté, des tapas, rien de spécial. » Je savais que Sophie n'aimait pas les bars à tapas. C'est elle qui me l'avait déjà dit plusieurs fois. Mais je n'ai rien répondu, je me suis contenté de finir mon café. Elle s'est levée, a rangé sa tasse sans bruit, puis elle est repartie dans la salle de bain, téléphone en main. J'ai entendu la porte se refermer doucement. J'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai rangé un peu, puis j'ai pris mon téléphone pour envoyer un message à Sophie, presque machinalement. Je lui ai juste écrit « Ça va ». Elle a répondu moins d'une minute après « Oui, pourquoi ?» J'ai hésité, puis j'ai répondu « Ma femme m'a dit que vous aviez bu un verre hier. » Sophie a mis plus longtemps à répondre cette fois. Finalement, pas hier soir, non. Je rentrais tôt, j'étais crevé. Je me suis arrêté là. J'ai verrouillé mon téléphone, l'ai posé sur la table, et j'ai attendu qu'elle sorte de la salle de bain. Quand elle est revenue, habillée pour le travail, sac à main sur l'épaule, elle m'a lancé un regard rapide. « Tu veux que je passe à la boulangerie ce soir ? » « Comme tu veux. » Elle a acquiescé, a attrapé ses clés, puis elle est sortie. J'ai entendu la porte d'entrée se fermer. Je suis resté assis quelques minutes, à regarder la fenêtre. Je n'ai rien ressenti de particulier, juste une sorte de vide, comme si tout s'était mis en pause. En rangeant la cuisine, j'ai repensé à la veille. Elle m'avait envoyé un message vers 23h pour me dire « Je rentre dans 10 minutes ». Au final, elle n'était pas rentrée avant minuit. J'avais entendu la clé tourner, elle s'était glissée dans la chambre sans allumer la lumière.
Je m'étais fait passer pour endormi. Je me suis connecté à mon ordinateur, j'ai ouvert ma boîte mail. J'ai relu le message automatique de la veille, je serai en retard ce soir, la réunion risque de s'éterniser. Aucune précision, rien d'autre. J'ai ouvert l'agenda partagé de son travail. Il n'y avait pas de réunion prévue ce soir-là, juste une note, télétravail jusqu'à 16 heures. Je n'ai pas cherché plus loin. J'ai refermé l'ordi, j'ai reposé mes mains sur la table. J'ai repassé la scène du matin dans ma tête. Sa réponse, le ton, le geste de poser le téléphone face cachée. Ce n'était pas la première fois. J'ai repensé à une discussion, 2 semaines plus tôt. Elle avait déjà parlé de Sophie, d'un dîner, mais le récit était flou. Trop flou. Vers midi, elle m'a envoyé un SMS, j'ai oublié de te dire, il y a du monde qui vient à la maison samedi, tu pourras rentrer pas trop tard? J'ai répondu simplement, d'accord. Pas de questions, pas de reproches. Toute l'après-midi, j'ai senti que quelque chose s'était déplacé entre nous. Pas un conflit, juste une distance. Je n'ai rien dit le soir en rentrant. Elle a préparé le repas, a mis de la musique, a ri à une blague à la télé. C'était presque crédible. Mais je voyais les petits gestes, les regards fuyants, le téléphone qu'elle gardait près d'elle, même pour aller à la salle de bain. Le lendemain matin, j'ai pris la décision de ne plus poser de questions inutiles. J'ai compris que la confiance s'était fissurée, même si elle faisait tout pour que rien ne change en surface. J'ai commencé à noter les détails, à observer sans rien dire. Avant, je n'aurais pas eu ce réflexe. Maintenant, c'était devenu automatique. Le lundi suivant, je suis rentré plus tôt du bureau. Les transports étaient fluides, il pleuvait, j'avais mal dormi. J'ai poussé la porte de l'appartement à 17h15, sans prévenir. Tout était calme. Juste le bruit de la télévision dans le salon. Ma compagne, Claire, était assise sur le canapé, genoux repliés, portable à la main. Elle a sursauté en m'entendant entrer. « T'es déjà là ?» Le chef m'a laissé filer, j'ai fini plus tôt. Elle a verrouillé l'écran de son téléphone, posé le portable sur la coudoir. Visage neutre. J'ai posé mon sac, enlevé mes chaussures dans l'entrée. L'odeur du café refroidi flottait dans l'air. « T'as passé une bonne journée ? » « Oui, ça va. Juste un peu fatigué. » Je me suis dirigé vers la cuisine. L'évier était vide, la table rangée, rien d'anormal. Mais sur le plan de travail, j'ai remarqué une tasse supplémentaire. Une que je n'utilise jamais. Un détail, mais je l'ai noté. Je suis revenu au salon. Claire avait repris son téléphone, mais elle pianotait sans lever les yeux. J'ai allumé mon ordinateur, feignant de travailler. En réalité, je l'observais du coin de l'œil. Elle recevait des notifications, qu'elle effaçait aussitôt. Son sourire était absent, lèvres pincées. Vers 18h, elle s'est levée. Je vais prendre une douche. Elle a disparu dans la salle de bain, téléphone en main. J'ai attendu que l'eau coule. Dès qu'elle a fermé la porte, j'ai saisi son ordinateur portable, posé à côté du canapé. Je n'avais jamais fouillé, mais ce soir-là, j'ai senti que c'était le moment. Il n'y avait pas de mot de passe. J'ai ouvert Chrome, vérifié l'historique. Presque rien, des pages de recettes, 2 sites de vêtements. Mais dans la barre de favoris, un dossier intitulé Perso. Je l'ai ouvert. Dedans, un seul lien, Gmail. J'ai cliqué. Le compte était connecté. Un alias que je ne connaissais pas son adresse habituelle. Je n'ai pas hésité. La boîte de réception était pleine de messages récents, tous d'un certain Vincent C. Les titres étaient vagues. Je pense à toi, RDV jeudi, juste envie de te lire. J'ai ouvert le plus ancien, datant de 3 semaines. C'était explicite. Pas de doute. Il se voyait depuis des semaines. Dîner, hôtel, promesses banales. Pas de grande déclaration, mais la répétition. On fait comme d'hab ? Je t'embrasse fort. Les horaires coïncidaient avec les soirs où elle disait aller chez ses parents ou à ses cours de yoga. J'ai pris une photo de l'écran avec mon portable. 2 captures. J'ai refermé l'ordinateur. J'ai entendu l'eau s'arrêter. J'ai effacé mes traces, replacé le PC exactement comme il était. Je suis allé dans la chambre, me suis assis sur le lit. Quand elle est sortie de la salle de bain, cheveux humides, elle a souri,
comme si de rien n'était. Tu veux manger quoi ce soir? Peu importe, ce que tu veux. Elle a attrapé son téléphone, jeté un œil aux notifications, puis l'a glissé dans sa poche. J'ai suivi ses gestes, posé mon regard sur la porte d'entrée. Je savais maintenant. Plus de doute, plus d'hypothèse. Les messages, les détails, la tasse oubliée, la nervosité et tout prenait sens. J'ai gardé le silence. J'ai mis la table, sorti 2 assiettes, sans la regarder. Elle a coupé des légumes, elle parlait de sa journée, de collègues, de train en retard. Je répondais par monosyllabes, concentré sur le bruit du couteau sur la planche. Le repas s'est déroulé comme d'habitude. À la fin, elle a débarrassé. J'ai envoyé un message à mon frère, banal, juste pour occuper mes mains. Elle a dit qu'elle allait se coucher tôt. J'ai attendu dans le salon, lumière tamisée, jusqu'à ce qu'elle dorme. J'ai rouvert mon téléphone, relu les captures d'écran. Je les ai transférées sur ma boîte mail, puis supprimées du téléphone. J'ai vérifié encore une fois que rien ne traînait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement su. Le lendemain, j'ai quitté l'appartement plus tôt que d'habitude. J'ai pris mon café dehors, sur un banc face à la boulangerie. J'ai allumé une cigarette, chose rare pour moi. Je voulais voir à quelle heure elle partait, si elle allait vraiment au travail. J'ai vu la lumière de la salle de bain s'allumer. Elle s'est préparée, maquillée. Elle a quitté l'immeuble à 8h15, sac à la main, pas pressée. Je l'ai suivie à distance, à travers les vitrines. Elle a tourné à gauche, pris la rue qui mène au métro. Mais elle ne s'est pas arrêtée à la station. Elle a continué tout droit, vers la place. Là, elle a sorti son téléphone, l'a regardé, s'est arrêtée. Je me suis caché derrière la vitrine d'un pressing. Un type l'attendait déjà. Je l'ai reconnu vaguement, un collègue à elle, je crois. Il lui a dit bonjour, lui a touché l'épaule. Elle a ri, elle a posé sa main sur son bras. Ils ont marché ensemble, lentement. J'ai gardé mes distances. Ils n'allaient pas vers le bureau. À la première intersection, ils sont entrés dans un café. Je me suis arrêté de l'autre côté, assez loin pour ne pas être vu, assez près pour observer. Ils se sont assis près de la fenêtre. Elle a commandé un croissant, lui un café crème. La scène avait l'air naturelle. Trop détendue. Je suis resté debout, dehors, le temps qu'ils finissent. 15 minutes plus tard, ils sont sortis, toujours ensemble, direction le tram. J'ai allumé une autre cigarette, observé. Elle a envoyé un message sur son téléphone. Il a ri, il a posé la main sur son dos. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas juste un collègue. Elle n'était pas distante, elle n'était pas gênée. Elle avait l'air bien, complice. Je n'ai pas cherché à les suivre plus loin. Je suis rentré chez moi. J'ai ouvert son ordinateur portable, resté sur la table, sans mot de passe. J'ai fouillé dans ses mailles. Rien de suspect côté professionnel. J'ai ouvert Messenger. Quelques conversations anodines. Puis j'ai vu le nom du type, Julien T. Une série de messages, toujours supprimés. Sauf un, oublié, on se retrouve demain. Il avait répondu, le même café. J'ai refermé l'ordinateur. J'ai préparé un café, me suis assis. J'ai pensé à la veille, à son histoire de réunion. Elle avait menti. Je l'avais vue, preuve simple, sans ambiguïté. C'était concret. Je n'ai rien ressenti de particulier, juste une forme de vide. J'ai noté le nom du café sur un post-it. Vers midi, elle m'a envoyé un message, je vais rentrer tard, on a une urgence au bureau. J'ai répondu, ok. Pas de smiley, pas de question. Elle n'a pas insisté. En début d'après-midi, j'ai fait le tour de l'appartement. J'ai vérifié ses affaires, ses papiers. Rien d'évident. J'ai repensé à ses absences, à ces soirs où elle disait rester travailler chez une collègue. J'ai aligné les dates dans ma tête. Un schéma commençait à se dessiner. Quand elle est rentrée ce soir-là, elle avait l'air fatiguée, comme d'habitude. Elle m'a embrassé, a posé son sac. Elle a filé sous la douche, puis elle a sorti son ordinateur, a simulé du travail sur la table basse. Je me suis assis en face, j'ai feuilleté un magazine. Elle a relevé les yeux. T'as passé une bonne journée? Oui,
rien de spécial. Elle a hoché la tête, s'est replongée dans ses mailles. Silence dans le salon. J'ai observé ses gestes, la façon dont elle pianotait sur le clavier, la nervosité légère dans ses doigts. Plus tard, au lit, elle s'est tournée vers moi. Elle a posé la main sur mon torse. Son téléphone a vibré sur la table de nuit. Elle l'a attrapé, a vérifié l'écran, l'a retourné face contre la table. J'ai fermé les yeux. J'ai attendu qu'elle s'endorme avant de bouger. Ce soir-là, j'ai rien dit. Je ne voulais plus d'explications. J'ai compris que j'étais déjà passé dans une autre phase. Je la laissais jouer son rôle, mais je n'étais plus dupe. Le lendemain, j'ai quitté l'appartement avant qu'elle ne se lève. J'avais prétexté une réunion tôt au bureau. En réalité, je suis parti m'installer dans un café près de chez nous, ordinateur ouvert, carnet à la main. J'ai repensé à la veille, aux messages sur son téléphone, aux prénoms inconnus. J'ai cherché dans nos photos, nos messages, n'importe quel détail qui pourrait me donner une piste. Rien. Je tournais en rond. Je me suis connecté à notre espace client SFR. Je n'avais jamais fouillé les factures détaillées, pas même la liste des numéros appelés. Ce matin-là, je l'ai fait. J'ai filtré sur les appels sortant de son portable. Un numéro revenait souvent, toujours en soirée, parfois même le matin avant que je ne me réveille. Je l'ai noté. J'ai fait une recherche rapide sur Google, sans résultat. J'ai hésité, puis j'ai tapé le numéro dans WhatsApp, juste pour voir. La photo de profil montrait un homme, la trentaine, barbe brune, sourire. Prénom, Alex. J'ai fermé l'onglet. Je n'ai pas appelé, pas écrit. Je me suis contenté de regarder la liste des échanges. Je me suis souvenu de plusieurs soirs où elle disait rentrer tard à cause d'un dossier, ou d'un verre entre collègues. Les mêmes soirs où je trouvais le repas froid, son sourire mécanique. Je suis resté là, 20 minutes, à essayer de faire la part des choses. Je n'étais pas jaloux, c'est le mensonge qui me gênait. Vers 10 heures, elle m'a envoyé un SMS, « Ça va? Tu manges à la maison ce soir ?» J'ai répondu simplement, « Oui ». Pas de point d'interrogation, pas de smiley. J'ai noté qu'elle n'a pas relancé. En rentrant à midi, j'ai pris un sandwich et je suis passé devant son boulot. Je n'avais jamais fait ça. Je me suis arrêté en face, l'air de rien, téléphone à la main. J'ai attendu. À 12h45, je l'ai vu sortir, rire avec 2 collègues. Puis un homme est arrivé, le même que la photo WhatsApp. Elle s'est tournée vers lui, il a posé la main sur son épaule. Ils sont partis ensemble, à pied. J'ai hésité à les suivre, puis j'ai traversé la rue, gardant mes distances. Ils sont entrés dans un petit resto italien à 2 rues de là. J'ai attendu dehors, dos contre un mur, essayant de ne pas paraître louche. 40 minutes plus tard, ils sont sortis. Ils marchaient côte à côte, pas de gestes déplacés, mais une proximité. Elle souriait, lui parlait doucement. Je n'ai pas pris de photo, pas noté l'adresse. Juste observé. Ils se sont séparés à un carrefour, chacun repartant de son côté. Elle a jeté un coup d'œil à son téléphone, puis a accéléré le pas vers son bureau. Je suis resté là un moment, à regarder la rue vide. J'ai senti que quelque chose s'était déplacé en moi. Plus question de doute ou de supposition, il y avait bien quelqu'un d'autre. Mais je n'avais pas encore tout vu, pas entendu ce qu'il se disait, pas compris le fond. Savoir n'était pas suffisant, il me fallait comprendre. Je suis rentré chez nous l'après-midi, en silence. Elle m'a appelé à 18h pour savoir si je voulais qu'elle ramène quelque chose du supermarché. J'ai dit non, j'avais déjà pris ce qu'il fallait. Elle a dit ok, à tout à l'heure, puis a raccroché sans rien ajouter. Le soir, on a mangé ensemble comme d'habitude. Elle a parlé de sa journée, du nouveau chef de projet, des galères sur le serveur. Je l'ai écouté, j'ai hoché la tête. Je n'ai rien dit sur ce que j'avais vu. Elle a débarrassé la table, a lancé une machine, puis s'est installée sur le canapé avec son téléphone. J'ai remarqué qu'elle tapotait vite, puis posait l'appareil face contre la table basse dès que je passais dans le salon. Je me suis assis à côté d'elle, allumé la télé. Elle n'a pas relevé. J'ai attendu qu'elle propose un film, rien. J'ai faim la fatigue, suis allé me coucher tôt. Dans la chambre, j'ai écouté les bruits du salon. Elle est restée longtemps sur son téléphone, puis a éteint la lumière sans bruit. J'ai fait semblant de dormir. Cette nuit-là,
j'ai pris la décision de ne plus rien lui demander. Je n'allais pas chercher la confrontation. J'allais juste continuer à observer, à noter, à rassembler. J'avais besoin de tout savoir, sans bruit, sans drame. Le lendemain, je me suis levé tôt. Je n'ai pas dormi plus de 3 heures, mais mon corps s'est réveillé tout seul, comme s'il était programmé. J'ai pris une douche rapide, puis je me suis habillé sans bruit. Elle dormait encore dans notre lit, dos tourné. J'ai regardé l'écran de mon téléphone, 6h21. J'ai pris mes clés, mon portefeuille, puis je suis sorti. Je n'avais rien prévu de spécial, je voulais juste marcher. J'ai pris la rue vers la boulangerie, acheté une baguette, 2 croissants. J'ai croisé le vieux voisin, il m'a salué d'un geste de la tête. Je n'ai pas répondu. En rentrant, j'ai posé le pain sur la table et j'ai ouvert la fenêtre de la cuisine. L'air frais m'a un peu réveillé. J'ai sorti mon téléphone, j'ai relu les messages que j'avais copiés la veille sur une clé USB. Je les connaissais par cœur, mais je cherchais un détail, un mot, une faille. Rien. Toujours la même froideur dans leur façon d'écrire. Pas de bébé, pas de surnom, mais une complicité, des horaires, des plans. Je me suis demandé s'il y avait d'autres conversations ailleurs. Elle s'est levée vers 7h30. J'ai entendu la porte de la salle de bain, puis le bruit de la douche. Je me suis assis dans le salon, télé allumée sans le son. Quand elle est sortie, habillée, cheveux mouillés, elle a vu le petit déjeuner sur la table. « Tu t'es levé tôt », a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Je l'ai regardée préparer son café. Elle n'a pas cherché mon regard. Elle a allumé son téléphone, l'a posé à côté de son bol, écran vers le bas. « Tu travailles aujourd'hui ? » ai-je demandé. « Oui, réunion à 10h. » Elle a mangé en silence. J'ai bu mon café, croqué dans un croissant, puis je me suis levé pour aller m'habiller. Je l'ai entendu envoyer un message. Je suis revenu, elle rangeait la table. « Tu veux que je t'emmène ? » ai-je proposé. Elle a hésité une seconde, puis a secoué la tête. « Non, c'est bon, je vais marcher. » Elle est partie vers 8h20. J'ai attendu 5 minutes, puis j'ai attrapé ma veste et je suis sorti moi aussi, à distance. Je l'ai suivie dans la rue, sans me cacher vraiment, mais en gardant de l'espace. Elle a marché d'un pas rapide, a tourné à l'angle de la pharmacie, puis a bifurqué vers le métro. Je me suis arrêté avant l'entrée, je l'ai vue descendre les marches. Je n'ai pas bougé. Je suis rentré chez nous, j'ai ouvert son ordinateur portable. J'ai tenté le mot de passe habituel, notre date de rencontre. Mauvais. J'ai essayé notre ancien code Wi-Fi. Mauvais aussi. J'ai refermé doucement. J'ai pris sa tablette. Même résultat. Toujours verrouillé. J'ai regardé son téléphone posé sur la table basse. Toujours verrouillé, code à 6 chiffres. Je n'ai pas insisté. J'ai noté l'heure. Je me suis assis sur le canapé, j'ai réfléchi. J'ai repensé à ce que j'avais déjà, les messages copiés, les horaires, les déplacements. J'ai ressorti un vieux carnet, j'ai noté chaque heure, chaque détail, le rendez-vous. J'ai tracé des flèches, des correspondances. Je voulais trouver un motif, un schéma. Ça m'a calmé, un peu. L'organisation m'aidait à garder la maîtrise. J'ai relu le dernier message, on se voit vers 17h. Rien d'autre. J'ai envoyé un SMS à mon collègue, je ne viendrai pas ce matin. Prends le dossier. Il a répondu OK, pas de souci. Je savais que je n'étais pas capable de travailler. J'ai regardé la pendule. 9h05. Un quart d'heure plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, erreur de destinataire, désolé. Numéro masqué. J'ai effacé le message. Je n'ai pas cherché plus loin. J'ai fait le tour de l'appartement, j'ai ouvert les tiroirs, cherché quelque chose, sans savoir quoi. J'ai trouvé un vieux ticket de cinéma, daté du mois dernier, un jour où elle m'avait dit être en déplacement. J'ai pris une photo. J'ai tout rangé, remis chaque chose à sa place. À 11h, j'ai reçu un SMS d'elle, réunion finie, je rentre manger. Je lui ai répondu OK. Je me suis rassis, j'ai attendu. Plus rien ne bougeait en moi. J'avais juste besoin d'observer, de noter, de garder la main. Le jeudi soir, j'ai quitté le bureau plus tôt que d'habitude. J'ai dit à Sophie que j'avais une réunion tardive,
mais en réalité, j'avais simplement besoin de marcher un peu en ville, de réfléchir sans bruit. Sur le chemin du retour, j'ai acheté une baguette et quelques bières au petit casino, comme si de rien n'était. Personne ne m'a reconnu. Je suis rentré vers 20h30, le quartier était calme, aucune lumière chez nous. J'ai attendu devant la porte, la baguette sous le bras, à écouter les bruits du couloir. Rien. J'ai ouvert doucement. L'appartement sentait le parfum sucré de Sophie, mais aussi quelque chose d'autre, un fond de transpiration, discret. Un manteau d'homme sur la chaise de l'entrée. Pas le mien. J'ai posé la baguette sur le comptoir. J'ai entendu des chuchotements dans la chambre. Pas des rires, juste deux voix basses, pressées. Je n'ai rien dit. J'ai retiré mes chaussures lentement, je suis allé dans la cuisine, j'ai ouvert une bière. J'ai attendu. Les voix se sont arrêtées. La porte de la chambre a craqué. Sophie est sortie la première, en pyjama, les cheveux attachés vite fait. Elle a sursauté en me voyant. « Tu es déjà là ?» ?»« Oui. » Réunion annulée, j'ai envoyé un message. Elle a évité mon regard. Derrière elle, un homme d'une quarantaine d'années, chemise à moitié rentrée dans le pantalon, est apparu. Je l'ai reconnu tout de suite, Jérôme, son collègue du service marketing. On s'était déjà croisé à un dîner, il m'avait à peine adressé la parole. Il a fait semblant de sourire. « Salut, je passais juste déposer des documents à Sophie. » Il tenait un dossier sous le bras, mais je voyais bien qu'il tremblait un peu. Sophie s'est avancée. Jérôme devait me filer un coup de main pour la présentation de demain. J'ai acquiescé. J'ai bu une gorgée de bière. Personne ne parlait. Jérôme a enfilé son manteau à la hâte. Bon, je vais y aller. Bonne soirée. Il a filé sans demander son reste. La porte s'est refermée. J'ai entendu ses pas précipités dans l'escalier. Sophie est restée debout, les bras croisés. Tu me crois pas, c'est ça? Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de regarder la baguette sur le comptoir, puis la tache de vin sur la nappe. Rien n'avait de sens, mais tout était logique. Elle a soupiré. On a travaillé, c'est tout. T'as qu'à vérifier mon ordi si tu veux. Elle est partie dans la salle de bain, a claqué la porte. Je ne l'ai pas suivie. J'ai rangé la baguette, jeté la capsule de bière, puis je suis allé dans la chambre. Le lit était froissé sur un côté, l'oreiller de Sophie sentait un parfum qui n'était pas le sien. J'ai ouvert son ordinateur. Le dossier de présentation était là, mais les fichiers dataient de la veille. Rien de nouveau. J'ai cherché dans l'historique, rien d'inhabituel, seulement une fenêtre de chat ouverte, puis fermée aussitôt. Quand elle est revenue, elle avait les yeux rouges, mais elle s'est forcée à sourire. « Tu veux manger un truc ?» J'ai dit non. Elle s'est assise en face de moi, à jouer avec sa bague. Je sais que c'est bizarre, mais tu me fais confiance, non? Je n'ai pas répondu. J'ai noté qu'elle ne me regardait pas. Elle a répété. On a juste travaillé. J'ai laissé passer un silence. Je me suis levé, j'ai pris mes affaires de sport. Je vais courir. Elle n'a rien dit. J'ai claqué la porte sans bruit. Dans la cage d'escalier, j'ai croisé Jérôme, qui attendait en bas, sans doute à cause de son Uber. Il a tourné la tête, gêné. Je suis sorti courir, sans musique, juste le bruit de mes pas. Je savais que la version de Sophie ne tenait pas. J'avais enfin vu, en face, l'homme que je soupçonnais depuis des semaines. Rien ne collait, mais tout devenait clair. J'ai couru plus vite, incapable de sentir le froid. Je n'ai pas cherché à comprendre ce qu'ils avaient fait. Je savais que j'avais vu assez. J'ai passé la nuit à réfléchir, assis dans la cuisine, la lumière du frigo comme seule source. Le dossier sur mon ordinateur était prêt, mais, copie d'écran, relevé bancaire. Tout chronologique. Je ne savais pas encore comment utiliser tout ça, mais je voulais qu'elle voie que je savais. Pas besoin de cris. J'ai attendu le matin. Elle est rentrée vers 8h, un sachet de viennoiserie à la main, le même sourire automatique. Elle n'a rien dit d'anormal, s'est fait un café, a posé les croissants sur la table. J'ai sorti une feuille. Juste une liste de dates et de montants, rien d'autre. Je l'ai posée devant elle, sans un mot. Elle a lu, a relevé les yeux, puis a reposé la feuille. « C'est quoi, ça ? » « Tu sais très bien. »
Elle a soufflé, longuement. Aucune panique, juste ce détachement qu'elle avait quand elle voulait gagner du temps. Tu fouilles dans mes affaires, maintenant? J'ai dû vérifier, oui. Elle a pris sa tasse, a bu une gorgée, l'air de réfléchir à la suite. J'ai noté le tremblement à sa main gauche, minuscule, mais là. Elle a reposé la tasse. Tu veux quoi exactement? Que tu arrêtes de mentir. Que tu rembourses ce que tu as pris. Sinon, je fais suivre le dossier. Elle s'est renversée sur la chaise, a regardé le plafond. Les croissants sont restés intacts. Je ne peux pas tout rendre d'un coup. Je ne t'ai pas demandé de le faire d'un coup. Elle a compris que j'avais tout le temps du monde. Silence. J'ai laissé durer. Au bout d'une minute, elle s'est levée, est allée dans la chambre. J'ai entendu la porte du placard, puis le bruit étouffé d'un sac qu'on vide. Je ne l'ai pas suivie, je suis resté dans la cuisine. Elle est revenue 10 minutes plus tard, un dossier à la main. Elle l'a posé sur la table, a ouvert, a sorti plusieurs enveloppes, des contrats, des reçus. Voilà tout ce que j'ai pu garder. J'ai regardé, sans toucher. Je savais qu'il manquait des sommes, certaines enveloppes étaient vides. Mais elle faisait mine de collaborer. Elle a continué à empiler des papiers, ses mouvements mécaniques, visage fermé. Tu vas vraiment balancer tout ça? Si tu ne coopères pas, oui. Elle a serré les poings. Je l'ai vue hésiter à parler, puis se raviser. Elle a fini par s'asseoir, les mains sous la table. Tu veux qu'on règle ça comment? Tu me rends ce que tu peux, tu signes une reconnaissance de dette pour le reste. Elle a souri, sans humour. Tu veux faire ça officiellement? Je veux juste que ça s'arrête. Elle a hoché la tête, lentement. Elle n'a pas protesté. Pas de crise, pas de scène. J'ai sorti une feuille, écrit 2 lignes, posé le stylo devant elle. Elle a signé, sans lire. J'ai pris le dossier, les enveloppes, la feuille signée. J'ai tout glissé dans mon sac, sans la regarder. Elle s'est levée, a pris son manteau, a quitté la pièce. J'ai entendu la porte d'entrée claquer. Le calme est revenu, mécanique. J'ai rangé la cuisine, jeté les croissants à la poubelle. J'ai vérifié le dossier une dernière fois, tout était en ordre. Plus besoin de parler. Silence dans l'appartement, pesant mais propre. Plus de jeux, plus de doutes. Elle savait. J'avais la preuve, elle avait signé. Rien de spectaculaire, juste une transaction froide. Ça m'a suffi. J'ai passé la journée à faire comme si de rien n'était. Le matin, j'ai pris le petit déjeuner avec Claire. Elle avait les yeux gonflés, sûrement de fatigue ou d'angoisse, mais elle n'a rien laissé paraître. J'ai parlé du boulot, du trafic, des courses à faire. Elle a acquiescé, la tête ailleurs. Je notais chaque détail, la manière dont elle évitait mon regard, ses mains qui tremblaient légèrement quand elle versait le café. Rien de flagrant, mais assez pour confirmer qu'elle sentait le vent tourner. Sur le chemin du travail, j'ai repensé à ce que j'avais découvert la veille. Les messages sur son téléphone, les comptes bancaires, les horaires qui ne collaient pas. J'avais tout imprimé, tout sauvegardé. Je savais exactement ce qu'elle faisait depuis des semaines. Mais ce matin-là, je n'ai rien dit. J'ai juste révisé le plan dans ma tête. Au bureau, j'ai gardé la façade. Personne n'a rien vu. J'ai bossé sur mes dossiers, répondu aux mails, mangé en silence. Vers 15 heures, j'ai reçu un message de Claire, « Ce soir, tu rentres tard ?» Je lui ai répondu, « Oui, réunion tardive. » C'était faux. La réunion avait été annulée. J'avais besoin qu'elle pense que j'arriverais après elle. À 17 heures, j'ai quitté le bureau. Je suis passé par le parking, j'ai pris la voiture, puis fait un détour par le supermarché pour acheter 2-3 bricoles. Je ne voulais pas arriver trop tôt. Vers 18 heures, je me suis garé à 100 mètres de la maison. J'ai attendu quelques minutes, le temps de voir si quelqu'un entrait ou sortait. Rien. J'ai vérifié mon téléphone, relu encore une fois les messages. À 18h20, j'ai marché jusqu'à la maison, clé en main, discrètement. En entrant, j'ai tout de suite remarqué le sac d'un homme posé dans l'entrée. Pas le mien. Noir, usé, avec un badge d'entreprise que je ne connaissais pas. Les chaussures de Claire étaient là, les siennes aussi. J'ai posé mon sac, sans bruit. Pas un son dans la maison. Le salon était rangé,
Télé éteinte, lumière tamisée. J'ai avancé vers la cuisine. 2 verres sur la table. Des traces de rouge à lèvres sur l'un, une bière ouverte à côté. J'ai entendu des voix à l'étage, étouffées. Je n'ai pas bougé. J'ai pris mon téléphone, activé l'enregistreur. Par habitude. J'ai écouté. Quelques mots, puis un rire. C'était Claire. J'ai attendu encore, debout, sans respirer. J'ai regardé autour de moi, les détails, les objets déplacés. Un manteau d'homme accroché à la chaise, un parfum qui n'était pas le mien. J'ai pris une photo rapide, discrètement. J'ai effacé mes traces. Au bout de 5 minutes, j'ai entendu des pas dans l'escalier. J'ai rangé mon téléphone, me suis assis dans le canapé. Claire est apparue, surprise, suivie d'un homme que je n'avais vu qu'en photo. Il s'est figé. Elle aussi. J'ai levé les yeux vers eux. Personne n'a parlé. Il a bafouillé un « bonsoir », maladroit. Claire a voulu dire quelque chose, mais s'est ravisée. J'ai juste dit « je suis rentré plus tôt ». Silence. L'homme a pris son sac, s'est excusé, a quitté la maison sans demander son reste. Claire est restée debout, tremblante. J'ai évité son regard. Elle a dit « je t'expliquerai ». Je n'ai pas répondu. Je me suis levé, et rangé la table, jeté les bouteilles. Elle n'a pas bougé. J'ai croisé son regard une seconde, puis j'ai sorti une enveloppe de mon sac. Je l'ai posée sur la table, sans un mot. À l'intérieur, il y avait des copies de ce que j'avais trouvé. Elle a regardé l'enveloppe sans la toucher. J'ai dit simplement, tu sais ce que c'est. Elle a hoché la tête, muette. Je suis monté dans la chambre, et fermé la porte derrière moi. J'ai entendu ses pas hésitants dans le couloir, puis le silence. J'ai attendu. Rien n'a bougé. J'ai su à ce moment-là que la suite était déjà écrite. Le lendemain matin, je me suis levé avant elle. J'ai pris mon café en silence, assis dans la cuisine, à écouter les bruits habituels de l'appartement. Elle a traîné un peu au lit, puis s'est levée, l'air fatigué, un peu fermé. Elle m'a à peine adressé un regard, s'est servi un café, puis s'est installée en face, sans un mot. J'ai consulté calmement mes mails sur mon téléphone, feignant l'indifférence. Je savais ce que j'allais faire. La veille, j'avais déjà récupéré toutes les preuves, messages, relevés, captures d'écran, historique de ses déplacements. J'avais même imprimé certains échanges pour éviter tout effacement. J'avais aussi pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en divorce, le lendemain. Tout était prêt, il ne restait plus qu'à poser la dernière pièce du puzzle. Elle a brisé le silence la première. Tu veux qu'on parle ? J'ai levé les yeux. De quoi ? Elle a haussé les épaules, nerveuse. Je sens bien qu'il y a un problème. J'ai reposé mon téléphone. Il y en a plusieurs, oui. Elle a attendu, visiblement mal à l'aise. J'ai laissé le silence s'installer, exprès. Elle a fini par soupirer. Si c'est à propos de samedi soir, c'était juste une sortie entre amis. Tu fais la tête depuis. Ce n'est pas samedi soir. Elle a esquissé un sourire forcé, comme pour désamorcer. Tu vas pas recommencer avec ta jalousie, hein ? Non. J'ai arrêté. Elle s'est figée. Son sourire a disparu. Elle a compris qu'il se passait autre chose. J'ai observé son visage changer, les rides se former au coin des yeux, ses mains qui se sont crispées sur la tasse. J'ai sorti une enveloppe posée à côté de moi sur la table, et je l'ai poussée vers elle. Tu devrais lire ça. Elle l'a ouverte, a feuilleté les feuilles. Son souffle est devenu plus court. Elle a reconnu tout de suite les impressions, les messages, les preuves, les captures d'écran. Je n'ai rien dit. Elle a lu en silence, les yeux qui bougeaient vite, les doigts tremblants. T'as fouillé dans mon téléphone ? Sa voix était basse, presque un souffle. T'as menti pendant combien de temps ? Elle a détourné le regard, ne répondant pas tout de suite. J'ai attendu. Je voulais pas te blesser. Je voulais pas que ça parte comme ça. Tu l'as vu combien de fois ? Elle a marmonné quelque chose d'inaudible. Combien de fois ? 3 ou 4. C'est faux. J'ai les relevés, les messages, tout. C'était régulier. Elle s'est redressée, agacée. Tu veux quoi ? Que je m'excuse ? Ça changerait quoi ? Rien.
Je voulais juste les faits. Elle s'est levée brutalement, a fait tomber sa chaise. Elle a quitté la cuisine, est allée dans la chambre. J'ai entendu la porte claquer. Je suis resté là, sans bouger, à finir mon café. La tension dans l'air était palpable, mais je n'ai rien ressenti de particulier. Aucune colère, juste une sorte de vide. J'ai regardé la table, l'enveloppe, sa tasse encore chaude. J'ai pris une photo de l'enveloppe ouverte, pour le dossier. J'ai rangé les papiers dans mon sac, lentement, méthodiquement. L'appartement était silencieux. J'ai entendu ses pas revenir. Elle s'est arrêtée à la porte. Tu vas tout raconter à ta famille? Non. Tu vas leur dire quoi alors? Rien. Ce n'est pas leur problème. Elle est restée un long moment sans rien dire, puis elle a refermé la porte. J'ai entendu le verrou. Je suis resté là, assis, à regarder la lumière du matin sur la table. J'ai pensé à la journée qui m'attendait, à l'avocat, aux démarches. J'ai ressenti une sorte de soulagement mécanique, tout était en ordre maintenant, tout était prêt. Je n'avais rien d'autre à ajouter. Le lundi matin, j'arrive au bureau avant tout le monde. J'ai dormi 3 heures, pas plus. J'ouvre mon ordinateur, je lance la messagerie. Rien de neuf. J'attends 10 minutes, puis je me lève, je vais dans le bureau de la direction. La porte est ouverte, mais personne. Je reviens à mon poste. Je regarde mes mails encore une fois. À 9h05, Laurent passe à côté de moi. Il évite mon regard. À 9h30, on reçoit tous un mail de la direction, réunion à 10h, obligatoire. Je ne dis rien à personne. J'imprime les documents que j'ai préparés, je les range dans une pochette. 10 minutes avant l'heure, je me rends dans la salle. Tout le monde est déjà là, sauf Julie. Je m'assois au fond. Les conversations sont banales, mais tendues. Personne ne plaisante. La directrice arrive, suivie de Julie. Elle s'assied à côté d'elle, regarde la salle, puis commence. Elle annonce qu'il y a eu des irrégularités sur plusieurs dossiers. Elle parle de manquements graves, d'enquêtes internes. Elle ne cite aucun nom. Julie baisse la tête et note sur un carnet. Son stylo tremble. Laurent se racle la gorge. Il regarde la directrice, puis Julie. Il dit, « On a des éléments précis ?» La directrice répond, « On va y venir. » Je sens les regards sur moi, mais je garde les yeux sur mes papiers. La directrice distribue un document à chaque personne. C'est un tableau récapitulatif des anomalies détectées, montants incohérents, signatures manquantes, validation rapide. Je reconnais tout de suite les dossiers sur lesquels Julie m'avait demandé de fermer les yeux. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des dossiers que je n'ai jamais vus, avec des validations au nom de Laurent et de Julie. Pendant que tout le monde lit, la directrice dit, « Certaines personnes ici ont transmis des informations à l'extérieur. Nous avons les traces informatiques. » Un silence. Je regarde Julie. Elle ne bouge pas. Je regarde Laurent, il fixe la table. La directrice continue, « Nous avons également recueilli des témoignages. » Elle sort une feuille, commence à lire. C'est un extrait de ma déclaration. Mot pour mot. Elle ne donne pas mon nom, mais Julie comprend. Elle lève les yeux vers moi, puis détourne le regard. Laurent tente de reprendre la parole. On parle de quoi, exactement? D'erreur? D'oubli? La directrice ne le laisse pas finir. Non. Ce sont des actes délibérés. Nous avons croisé les accès aux fichiers et les emails. Tout est consigné. Julie ferme son carnet, le pose sur la table. Elle dit, à voix basse, « Je voudrais parler en privé. » La directrice refuse. Tout se passe ici, maintenant. Julie ne répond rien. Elle garde les mains sur ses genoux, serre les poings. Au bout d'une minute, elle se lève et sort sans un mot. Laurent reste assis, les bras croisés. Il regarde la directrice, puis moi. Il souffle, « Donc, c'est ça? On va régler ça en public? » Personne ne répond. Il se lève à son tour, quitte la salle. Le reste du service reste figé, personne ne parle. La directrice dit alors, « Nous allons suspendre les personnes concernées, le temps de l'enquête. » Elle note des noms sur une feuille, les plie, puis range ses affaires. Elle nous demande de retourner à nos postes, d'attendre un nouvel ordre. Je sors de la salle en dernier.
Dans le couloir, je croise Julie. Elle me regarde, sans rien dire, puis s'éloigne. Je n'essaie pas de la suivre. De retour à mon bureau, j'ouvre la fenêtre. J'entends la pluie dans la cour. La salle de pause reste vide. Personne ne travaille. Je jette un œil à mon téléphone. Pas de message. Je m'assois, j'attends. Le visage de Julie me revient en tête, cette manière de ne pas répondre, de fuir le regard. Je comprends qu'elle sait que tout est fini, qu'il n'y a plus rien à sauver. À midi, je reçois un mail de la direction. Suspension à effet immédiat pour Julie et Laurent, en attente de procédure. Je ferme la fenêtre, je range mes papiers. Je regarde autour de moi. Personne ne parle. Le silence est plus lourd que d'habitude. Le matin où tout est retombé, je me suis levé avant elle. J'ai préparé le café en silence. La lumière grise passait à travers les rideaux, tout était calme. J'ai entendu ses pas dans le couloir. Elle s'est arrêtée à la porte de la cuisine, elle m'a regardé. Pas de sourire, pas de mots. Elle a pris une tasse, versé du café, s'est assise en face de moi. On aurait pu croire à une scène normale. Mais tout était différent. J'ai posé mon téléphone sur la table, écran face contre bois. Elle a baissé les yeux, concentrée sur la vapeur de son café. « Tu vas dire quelque chose ?» Sa voix était neutre. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai bu une gorgée, lentement. Je crois que tout a déjà été dit. Elle a hoché la tête. Elle avait l'air soulagée, ou juste fatiguée. Dans le salon, ses valises étaient prêtes. Elle avait rangé ses affaires la veille, sans un bruit. Pas de dispute, pas d'excuses. Juste des gestes précis, presque méthodiques. Elle savait que je ne poserais pas de questions. Je lui ai tendu une enveloppe. C'était la dernière chose à régler. Les papiers de séparation, la liste des comptes, les instructions pour la remise des clés. J'ai tout mis à plat. Elle a regardé l'enveloppe, puis moi. C'est tout ? Oui. Elle a pris l'enveloppe, l'a glissée dans son sac. Elle a fini son café, s'est levée, a rangé sa tasse. Elle a hésité un instant, puis a traversé le salon, pris ses valises. Elle s'est arrêtée dans l'entrée. Je l'ai rejointe, je me suis appuyé contre le mur. Elle a cherché mes yeux. Je ne lui ai rien donné. Bonne chance, a-t-elle dit, la main sur la poignée. Pareil, j'ai répondu. Elle est sortie. La porte a claqué doucement. J'ai attendu quelques secondes avant de bouger. Le silence dans l'appartement était total. J'ai ouvert les fenêtres. L'air frais est entré, avec les bruits de la rue. J'ai vidé le lave-vaisselle, rangé 2-3 papiers qui traînaient. J'ai effacé son nom du panneau de la sonnette, retiré sa clé de mon porte-clés. Pas de rituel, pas d'objet à garder. J'ai envoyé un message à l'agence immobilière pour signaler la libération du bail. J'ai pris rendez-vous avec le notaire pour finaliser les comptes. Tout était déjà prêt, il ne restait qu'à signer. J'ai répondu à 2 mails du boulot, les mêmes automatismes qu'avant. Vers midi, ma sœur m'a appelé. Je lui ai dit que c'était fait. Elle a proposé de passer, j'ai dit non, pas aujourd'hui. Je n'avais rien à raconter de plus. Je crois qu'elle a compris. J'ai marché dehors un moment, sans but. Je n'ai croisé personne que je connaissais. J'ai acheté une baguette, 2 tomates, du fromage. J'ai déjeuné seul à la table, sans bruit. J'ai ouvert le courrier, trié les factures, lancé une lessive. Plus tard, j'ai trouvé un de ces bracelets oubliés dans la salle de bain. Je l'ai mis dans une enveloppe, je l'ai posé à côté de la porte. Je n'ai pas cherché à la prévenir. Elle reviendra si ça l'intéresse. Le soir, j'ai regardé la télé sans vraiment écouter. J'ai éteint tôt. Dans le lit, j'ai senti la place vide à côté. Je n'ai pas cherché à combler le silence. J'ai fermé les yeux, respiré. Rien ne pressait, rien ne manquait. Le divorce a été prononcé un mardi matin, sans éclat. On était tous les deux présents, assis côte à côte, chacun de notre côté du bureau. La juge a parlé d'une voix neutre. Aucun de nous n'a contesté. Elle a signé les papiers, nous a souhaité bonne continuation. Je me suis levé, j'ai ramassé mes affaires. Elle a jeté un regard vers moi, bref, comme si elle attendait un mot. Je n'ai rien dit. Je suis sorti le premier.
J'ai récupéré mes dernières affaires dans l'appartement le soir même. Elles n'étaient pas là, mais tout était prêt dans des cartons, posés dans l'entrée. Sur le frigo, elle avait laissé les clés dans une enveloppe. J'ai fait le tour, une dernière fois, lentement. J'ai vérifié chaque pièce, comme si j'allais oublier quelque chose, mais non. Rien ne me manquait. J'ai fermé la porte derrière moi. J'ai déposé les clés dans la boîte du syndic avant de repartir. Je n'ai pas envoyé de message. Elle non plus. J'ai marché jusqu'à la voiture. Il pleuvait, une petite pluie fine, la rue était vide. J'ai démarré sans allumer la radio. Les jours suivants, tout s'est mis en place, lentement. Les notifications de l'avocat, les papiers de la banque, la nouvelle adresse sur les factures. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle. Pas d'appel, pas de mail. Je n'ai rien cherché non plus. C'est resté comme ça, sans bruit, sans explication de plus. Je n'ai pas ressenti de soulagement. Juste du silence, enfin. Plus de suspicion, plus de questions. La routine s'est installée, différente, mais supportable. J'ai retrouvé un rythme, seul, sans compte à rendre, sans à surveiller. Tout ce qui devait être dit avait déjà été fait. Voilà comment j'ai compris qu'on ne partage jamais vraiment tous les secrets d'une vie commune. On pense connaître l'autre, mais il suffit d'une faille, d'un accès de lucidité, pour que tout s'écroule sans un bruit. Si vous aviez tenu ces preuves, si tout vous sautait aux yeux noirs sur blanc, qu'auriez-vous fait? Vous auriez gardé le silence pour observer, ou tout balancer d'un coup, au risque de brûler tous les ponts? Je me demande parfois si d'autres auraient eu la patience de tout reconstituer pièce par pièce. Est-ce que ça vaut le coup de pousser les gens dans leur retranchement, ou faut-il juste les laisser s'effondrer d'eux-mêmes? Dites-moi franchement, la dignité, ça se perd où, exactement, dans ce genre d'histoire? Si ce genre de récit vous parle, partagez-le, commentez, abonnez-vous. Je lis toujours les retours, même les plus durs. Et vous, vous croyez que le silence peut être plus fort que n'importe quelle vengeance?